l'agence.expert. Ce qu'on remarque, c'est que nos e-commerçants, dès 200 000 euros à peu près de chiffre d'affaires annuel, d'avoir un service d'infogérance, c'est pertinent. Il faut être capable d'assurer la sécurité face à des tentatives incessantes de hack. Alors c'est à la fois être capable de faire de la maintenance de bon sens, c'est-à-dire déjà faire toutes les mises à jour de sécurité qui doivent être faites. Les outils aident à l'analyse, mais l'humain reste indispensable pour le centre du service. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence.expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Davy Kremer, expert en infogérance. Il a fondé et dirige depuis 2002 la société Konix System qui propose l'infogérance 24 heures sur 24 de serveurs dédiés, de l'hébergement web, des solutions de stockage en ligne et de la création de sites internet. Écoute Davy, dans un premier temps, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci Rudy de l'invitation. Avec plaisir. Moi, j'ai souhaité ta participation à Place à l'expert pour nous sensibiliser à l'importance d'être bien accompagné dans nos projets web au travers d'un contrat d'infogérance web. Alors maintenant, cela soulève plusieurs questions, comme tu peux le comprendre. L'idée, c'est déjà de savoir qu'appelle-t-on infogérance web ? Concrètement, à quoi ça sert ? Les types de services proposés ? Surtout, à quel moment doit-on avoir besoin ou doit-on mettre en place un contrat d'infogérance ? Comme tu peux le comprendre, Davy, on a besoin de tes lumières. Comment tu souhaites aborder cet épisode ? Écoute, je vois que tu as déjà pas mal de questions. On va les prendre une à une. Alors peut-être juste déjà pour me présenter. Donc comme tu l'as dit, je m'appelle Davy Kremer. J'ai 44 ans et j'ai fondé il y a un peu plus de 20 ans une société qui gravite dans le domaine du web et qui s'est spécialisée dans l'infogérance web. Alors c'est un métier effectivement peu connu. C'est même un métier qu'on peut qualifier de l'ombre dans l'internet et qui va consister à fiabiliser les hébergements web. Pour simplifier, j'aime à dire que moi, mon métier, c'est de garantir que les sites internet ne s'arrêtent jamais. Alors, c'est-à-dire que on fait une sorte d'hébergement, mais plus avec des services plus forte valeur ajoutée, de manière à garantir un niveau de fiabilité, de stabilité, de sécurité également, et de performance le plus élevé possible. Je posais la question, c'est quoi les services qui vont se cacher derrière l'infogérance ? Peut-être qu'on peut commencer par se poser la question, pourquoi a-t-on besoin d'un infogérant ? Et en fait, la réponse, elle est liée à notre dépendance aujourd'hui à Internet. Le Covid, en plus, est passé par là. Nos organisations sont de plus en plus connectées. On utilise de plus en plus de logiciels web. Nos données sont stockées quelque part dans le cloud. Il y a de plus en plus de business qui se font directement sur le web. Je pense aux e-commerçants, je pense à notre dépense globale aux outils d'Internet. Et aujourd'hui, il y a besoin effectivement d'avoir cette garantie que les outils ne vont plus tomber, parce qu'aujourd'hui, un outil qui tombe, ça peut paralyser une organisation. On peut même se dire que quand un e-commerçant voit sa boutique down, arrêtée pendant quelques minutes, voire quelques heures, ça se traduit directement à la fin de l'année sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, c'est ce niveau de dépendance qui fait que l'hébergement est devenu ultra critique et qui fait que les hébergeurs, que l'infogérant a une place
de plus en plus importante pour sécuriser en fait les hébergements web. Donc l'infogérant web, c'est celui qui va sécuriser l'hébergement. Ouais, si je comprends bien, juste pour avoir une vision extrêmement claire du type d'accompagnement, en gros, on a un site internet. Est-ce que un contrat comme le tien, en fait, peut être intéressant pour un site vitrine, par exemple, ou est-ce qu'il faut absolument après aller chercher plutôt des e-commerçants et après à quel niveau de stade de chiffre d'affaires on doit. Mais si je comprends bien, c'est toi, tu sécurises que le site, il est tout le temps, entre guillemets, opérationnel. C'est ça? Exactement. D'accord. Notre métier, c'est vraiment ça, garantir qu'il est toujours opérationnel. Alors, à partir de quand est-ce qu'on a besoin d'un infogérant? Est-ce que pour un simple site vitrine, on a besoin d'un infogérant? Ça va presque dépendre du niveau de criticité pour ton business que va avoir le site en question. Si c'est un site vitrine qui te génère beaucoup de contacts en continu, c'est critique. Si c'est un site vitrine d'une clinique qui permet de prendre des rendez-vous avec ses médecins et prendre des rendez-vous dans une salle de sport ou autre, si ton site internet concrètement il s'arrête, une partie de ton activité est impactée. Donc dès ce moment-là, l'infogérant va avoir de l'importance. En fait, c'est le niveau d'importance de l'activité en ligne. Voilà, c'est ça en gros. Exactement. Mais au-delà d'ailleurs du site web, toute notre activité en ligne, tous les outils en ligne peuvent avoir besoin d'un infogérant dès lors qu'ils sont critiques. Un outil de gestion, un logiciel de gestion pour une entreprise, c'est critique, ça peut pas s'arrêter. Et pourtant, c'est la même technologie qu'un site web. Une application mobile, c'est pareil. Derrière, souvent, il y a des serveurs. Quand les serveurs sont tombés, l'application, on peut plus l'utiliser. Et l'application, aujourd'hui, elle peut être critique dans ton activité. Donc, dès qu'il y a un point de criticité, en fait, dans ton activité, là, l'infogérant a un Une intérêt à importance. intervenir. Ouais. Exactement. Et il existe plusieurs niveaux d'infogérance. Alors, il existe plusieurs niveaux d'infogérance, tout à fait, qui d'ailleurs varient d'un acteur à l'autre. De notre côté, on a essayé de faire les choses assez simples, avoir séparer à la fois les services qui ont besoin d'infogérance en 24/7, le cas d'une boutique, le cas d'un certain nombre d'outils qu'on met à disposition généralement de ses clients qui doivent fonctionner tout le temps, et les supports qui sont moins critiques, qui peuvent fonctionner uniquement en heure ouvrée parce que c'est le moment où les collaborateurs sont présents et qu'on a moins besoin de ce niveau de supervision H24 et d'intervention H24. Tu t'adaptes en fait aux fonctions des besoins en fait des clients quoi et de leurs clients. Exactement. Alors après, effectivement, là, j'ai déjà commencé de parler de la supervision, mais le métier d'un infogérant, c'est de garantir que ça ne tombe pas. Donc la première chose, c'est d'être capable de surveiller, soit de façon réactive, c'est-à-dire quand c'est tombé, le savoir le plus vite possible, de façon à intervenir le plus vite possible, soit de façon préventive, c'est-à-dire anticiper les défaillances que va avoir l'hébergement, de façon à pouvoir intervenir avant même que l'hébergement ne s'arrête correctement de fonctionner. Donc déjà, un infogérant, la base du métier, ça va être la capacité de surveiller et puis derrière, la capacité d'intervenir rapidement en cas de problème. Mais l'infogérant, ça, j'ai presque envie de dire, c'est la partie visible de l'iceberg. Son métier, ça va être aussi de sécuriser finalement les données, s'assurer que les données sont correctement sauvegardées et de façon sécurisée. Tu sais, les sauvegardes, c'est toujours quand on en a besoin qu'on les a pas. Donc un infogérant, il doit garantir qu'à n'importe quel moment, une sauvegarde sera présente et quel que soit l'incident qui peut arriver, il faut qu'il y ait toujours des sauvegardes de disponibles. On peut pas imaginer que un data center, c'est-à-dire un centre de données qui héberge l'ensemble des serveurs web d'un client,
s'il brûle, on peut pas imaginer que les données soient 4 salles plus loin avec un risque qu'elles brûlent. Il faut absolument être capable de gérer les sauvegardes dans des sites différents de façon à s'assurer que on ait toujours des sauvegardes de disponibles et toujours des sauvegardes consistantes, c'est-à-dire opérationnelles. Donc, un des autres points, c'est la sécurité de la donnée, soit par les sauvegardes, mais ça peut aussi être dès que l'activité devient critique, on va commencer à faire de la réplication temps réel sur différents sites, sur différents serveurs, de façon à garantir ce qu'on appelle de la haute disponibilité. Imaginons un site e-commerce. Ton site e-commerce a un pépin parce que son hébergement vient tomber. Si t'as pas un seul hébergement mais que tu en as 2 ou 3, ton site e-commerce peut continuer de fonctionner parce qu'automatiquement les autres serveurs vont prendre le relais. Il va switcher en fait de serveur en serveur. Exactement. Il va switcher de serveur en serveur. Alors il y a plein de façons de le faire, mais ça permet d'apporter un niveau de résilience. C'est transparent pour le client. Ouais. Ça peut être complètement transparent, basculer en quelques millisecondes, et l'internaute ne voit même pas qu'il y a eu un souci du côté de l'hébergement. Donc ça fait partie des missions de l'infogérant, de garantir ces niveaux de résilience face à des problèmes techniques qui, de toute façon, font partie aussi du métier. Quand on parle d'hébergement web, donc le métier d'un hébergeur, c'est de mettre à disposition des capacités d'hébergement. Toutes ces capacités d'hébergement, qui ont des formes très variées, qui ont pris des formes très variées avec le temps, reposent au final, in fine, sur du matériel. Et le matériel, ça peut casser. On est dans des bâtiments. Ces bâtiments peuvent avoir des pannes, les arrivées réseau qui peuvent casser, l'arrivée électrique qui peut être coupée. Donc notre métier, c'est d'anticiper l'ensemble de ces pannes de façon à apporter des niveaux de résilience qui soient les plus élevés possibles pour éviter que l'impact ou une casse matérielle à un moment ne se traduise par une interruption du site. Et sur des sites, par exemple, que ce soit vitrine ou e-commerce, c'est quoi le seuil en se disant là j'ai besoin d'infogérance? Alors on a compris en amont que c'était par rapport à, on va dire, au business que ça générait, mais est-ce qu'il y aurait un seuil soit de nombre de contacts mensuels ou soit le nombre de chiffre d'affaires mensuel en disant là, ce cap-là, il faut switcher, il faut avoir un service d'infogérance web pour contrer en fait ce type de problème? Je ne sais pas si on peut avoir une réponse définitive là-dessus. En revanche, nous, ce qu'on remarque, c'est que nos e-commerçants, dès 200 000 € à peu près de chiffre d'affaires annuel, d'avoir un service d'infogérance, c'est pertinent. Peut-être pour te donner un ordre d'idée, avoir un premier service d'infogérance avec un suivi 24/7. Aujourd'hui, on peut avoir des forfaits à partir de 80 € par mois avec de la haute disponibilité incluse. Donc, on peut avoir aujourd'hui des services d'infogérance qui ne nous emmènent pas dans des budgets extrêmement élevés et qui apportent déjà un niveau de sécurité déjà relativement élevé. Ouais. Tu vois, là, on était en train de parler de la sécurité, mais en fait, la sécurité, ça prend des aspects extrêmement variés. On est sur Internet. Internet, c'est ouvert sur le monde. C'est ouvert sur le monde, donc c'est ouvert aussi sur... C'est vulnérable, quoi. Exactement, les parties les moins sympas du monde. Et donc, il faut être capable d'assurer la sécurité face à des tentatives incessantes de hack. Alors, c'est à la fois être capable de faire de la maintenance de bon sens, c'est-à-dire déjà faire toutes les mises à jour de sécurité qui doivent être faites, s'assurer que le système qui est hébergé est au maximum renforcé, c'est-à-dire a le moins de prise aux attaques
possible. Et puis après, dans le domaine de l'hébergement, on est malheureusement souvent attaqué avec des types d'attaques assez violentes et assez difficiles, assez subtiles à contrer. C'est par exemple ce qu'on appelle les attaques DOS ou des DDoS, où on est en face d'un contenu et d'un trafic illégitime qui est simulé, qui est conçu pour faire tomber les hébergements. Donc l'objectif, c'est d'être capable de filtrer ce qui est le trafic illégitime du trafic légitime, de façon à laisser passer le trafic légitime tout en se protégeant du trafic illégitime qui, forcément, s'il est bien fait, sera capable de simuler le plus fidèlement possible un trafic correct. D'accord. On m'a parlé un peu d'IP blacklisté en fonction de certains pays. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu préconises ou pas? Alors, c'est des choses qu'on peut être mise en place, enfin qui peut être mise en place, mais jamais de façon Drastique. drastique, exactement. C'est-à-dire que on va pas de principe, parce qu'on sait qu'il y a certains pays Sensible que d'autres. beaucoup plus sensibles que d'autres, blacklister l'ensemble du trafic de ces pays. En revanche, lorsqu'on voit des attaques qui arrivent, systématiquement, on analyse le trafic, et si on s'aperçoit que le trafic il est très ciblé sur un pays donné, ben on aura cette capacité effectivement de couper ce trafic. Maintenant, des belles attaques généralement se font de façon assez subtile, et c'est assez compliqué de détecter effectivement l'origine géographique d'une attaque, parce que l'attaquant aura pris soin de passer par de multiples relais, voire de serveurs contaminés un petit peu partout dans le monde, de façon à pouvoir faire une attaque la plus précise possible. Après, oui, j'ai presque envie de dire de façon standard, aujourd'hui, une IP qui aurait un comportement assez violent, on a des technos qui sont capables de les blacklister immédiatement. Mais là, on est effectivement sur des attaques assez basiques, qui sont assez simples à corriger. Donc il y a une partie, je dirais, assurer en fait la pérennité du site web quel qu'il soit. Et puis après il y a une partie plutôt sécurité pour éviter des attaques externes. Est-ce que dans le cadre d'un contrat d'infogérance, il y a d'autres leviers où vous intervenez? Alors, là où on va intervenir, c'est effectivement sur les différents points qu'on a pu citer, être capable de mettre en place ce qu'on appelle de la haute disponibilité, plusieurs serveurs qui vont être capables d'intervenir, être capable de mettre ce qu'on appelle des infrastructures de secours dans d'autres villes, qui également sont capables de prendre le relais en cas de gros pépins. On a connu un incendie il n'y a pas très longtemps. On va avoir effectivement tous ces outils qui vont être capables de gérer la sécurité, que ce soit des outils internes à installer sur l'hébergement, ou des outils de protection réseau. Et puis après, il y a un principe de base en infogérance, c'est que pour avoir le maximum de stabilité et de performance possible, il faut se limiter dans ce qu'on va être amené à infogérer, c'est-à-dire d'installer le moins de choses possible. Le moins permet de faire le mieux. Et puis après, il y a quand même un autre point important, c'est que l'infogérant est géré par des équipes qui sont spécialisées, qu'on appelle des administrateurs système ou des DevOps, c'est-à-dire des équipes qui sont spécialisées justement pour être capables de gérer au mieux l'hébergement. Ce qui fait que le jour où il y a un pépin sur un hébergement, généralement, les équipes sont rodées et ont cette capacité d'intervenir très vite. Il y a un aspect, mine de rien, humain qui, malgré le fait qu'on utilise beaucoup d'outils, est toujours omniprésente pour, au final, être capable d'analyser et être capable d'appliquer la meilleure solution possible. L'humain, en fait, c'est du digital, c'est de l'automatisation pour être plus proactif, en fait, dans son travail, quoi. Exactement. Les outils aident à l'analyse, mais l'humain reste indispensable pour le centre du service. Et donc, pour terminer cet épisode, quels conseils tu pourrais donner en fait aux entreprises de manière générale pour se sensibiliser en fait à l'infogérance web? Eh ben, écoute, pour les entreprises françaises, je
Je pense qu'il y a 2 points qui sont assez, qu'on oublie un petit peu trop régulièrement, qui pourtant sont d'importance. Ce sont les enjeux de la souveraineté des données, la souveraineté numérique. Et puis un autre point qui est l'environnement, qui est un point qui, moi, me tient particulièrement à cœur. Alors, si on pense à la question de la souveraineté numérique, c'est de s'assurer que finalement on va héberger ces données idéalement en Europe ou idéalement en France pour les sociétés françaises. La guerre en Ukraine, si on se souvient de ces premiers jours, on avait une crainte énorme que les câbles sous-marins soient coupés. Ce qui aurait eu une conséquence majeure, c'est-à-dire que les sociétés européennes qui hébergent en dehors d'Europe, potentiellement avaient un risque de ne plus accéder à leurs données. Et quand on sait l'importance de l'accès aux données dans le business aujourd'hui de nos entreprises, on voit quel est le risque associé. Puis après, il y a un autre enjeu à la souveraineté numérique et la souveraineté des données, c'est tout simplement le respect des législations. Si je pense aujourd'hui aux leaders américains, tous ces leaders sont soumis à des contraintes réglementaires liées à des lois qui ont été passées dans leur pays, entre autres le Cloud Act, qui permet un accès aux données que ces sociétés hébergent. Et puis d'un autre côté, nous autres sociétés européennes, on a d'autres impératifs législatifs. Entre autres, on doit se conformer au RGPD. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le RGPD stipule qu'on ne doit pas transférer sans l'accord des utilisateurs des données à caractère personnel. Et donc là, on voit bien qu'il y a une incompatibilité entre à la fois la législation américaine qui se donne la possibilité de récupérer ces données et la législation européenne qui s'interdit de transférer ces données. Donc, en fait, il y a un cadre juridique aujourd'hui qui est incompatible entre les acteurs européens et les acteurs américains, et qui fait que si on veut être complètement dans les clous de la législation, il faut héberger ces données aujourd'hui auprès d'acteurs européens plutôt que d'acteurs en dehors de l'Europe, ou en tout cas avec des législations incompatibles avec celles de l'Europe. Donc ça, c'est effectivement le point sur la souveraineté des données. Et puis après, il y a un autre point qui a quand même son importance, c'est celui de l'environnement. C'est vrai que lorsqu'on pense au cloud, on pense finalement que on est dans un domaine qui est assez virtuel et assez peu physique. En fait, on s'aperçoit qu'il y a un impact assez important, une empreinte carbone qui est assez importante. On estime entre 3 à 4% des émissions carbone qui sont liées au secteur du numérique. Le cloud, c'est une très grosse part de cette pollution et de cet impact qui derrière va avoir des conséquences importantes sur le changement climatique. Et donc, si on souhaite effectivement être vertueux il faut faire attention à ce qu'on fait en termes de ressources informatiques. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le domaine de l'hébergement, alors l'hébergement, comme je l'ai dit, ce sont des gros serveurs. Donc des serveurs, c'est fabriqué aujourd'hui dans des pays souvent asiatiques, souvent des pays très émetteurs de gaz à effet de serre, parce que l'énergie est très carbonée dans ces pays. Donc les serveurs qui arrivent aujourd'hui en Europe sont des serveurs qui ont été très carbonés. Donc déjà d'avoir un usage très vertueux de ces serveurs en minimisant leur nombre, en minimisant également leur impact pendant leur fonctionnement, en maximisant leur durée de vie, on est capable déjà de réduire les émissions carbone. Et puis après, il y a tout un travail qui est fait, et là-dessus, je pense que certains acteurs, je pense entre autres à OVH,
qui est aujourd'hui notre licorne française dans le domaine de l'hébergement, a fait énormément de travaux pour limiter l'impact environnemental du fonctionnement des serveurs, avec des techniques de refroidissement extrêmement efficaces, extrêmement vertueuses et très innovantes, qui permettent effectivement de réduire cet impact. Mais cet impact reste quand même très fort. Et donc, si on souhaite aller encore au-delà, il existe des alternatives. Nous, on en a lancé une qui s'appelle Clo2, qui permet de faire de la captation carbone pour concrètement arriver à un bilan carbone qui soit le plus neutre possible entre les émissions qui de toute façon sont incontournables et la captation qu'à un moment il faut être capable de mettre en place parce que ces émissions sont de toute façon sont là et on pourra pas faire autrement. Rappelons-nous qu'on est un des secteurs qui aujourd'hui émet beaucoup et un des secteurs qui grossit beaucoup, donc avec un niveau de croissance important. Donc c'est vraiment important d'avoir d'ores et déjà cette fibre qui doit toucher tous les domaines et tous les métiers du numérique, à la fois les métiers de conception de façon à optimiser les logiciels, à la fois les hébergeurs, à la fois les infogérants qui doivent être capables d'apporter une solution globale de façon à avoir un impact qui soit le plus léger possible. Comme on l'a dit, c'est déjà une empreinte importante et c'est un enjeu qui ne fera que grossir dans les années à venir. Bah écoute, c'est déjà un très bon conseil de ta part. Merci pour cet échange. Et après, je pense que il serait intéressant dans le futur d'aller chercher un peu plus loin en fait sur les différents niveaux en fait de l'infogérance, voilà, dans les prochaines années, parce que je pense que le numérique va cesser d'évoluer. Avec demain, avec l'ordinateur quantique, etc. Donc on va passer, je pense, à d'autres stades. Bon, on n'y est pas encore, mais tout ça, c'est en train de se préparer. Donc non, c'est intéressant. Merci pour cet échange, Davy. Et puis, je te souhaite bonne journée et puis à bientôt. Merci Rudy, à bientôt tout le monde. Si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Carole Roger, experte en RGPD. Découvrez les modalités à suivre pour se mettre en conformité avec le RGPD et passer à l'action. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye!